Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée, de bonnes soirées de Ligue des Champions, beaucoup de choses à dire comme prévu, de toute façon c'était les huitièmes de finale aller, mais on a eu quelques beaux enseignements, hein. Là ça a donné du très très grand spectacle, ma foi on a été servi, on a été gâtés. Beaucoup de matchs ont été forcément intéressants. Un petit peu encore, je pense, comme beaucoup, je vais pas dire sous le choc. Mais c'est vrai qu'on a assisté à peut-être l'un des scénarios les plus fous, les plus lunaires, peut-être le plus gros hold-up de tous les temps, je ne sais pas. Mais on en a vu des braquages, mais celui de Liverpool hier soir au parc, bah c'était, franchement, je pense que c'est le très très haut des braquages, hein. Là, comme ça, de mémoire, il y en a eu quelques-uns. On a souvenir récemment de l'Atlético, encore une fois au parc. Mais sincèrement, ça dépasse un petit peu l'entendement. Donc, on va revenir évidemment longuement sur ce match parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis, il y a le retour mardi. Et Simon qui dit peut-être que je suis fou, mais je le dis, je suis formé. Le PSG va se qualifier. Moi, je pense que c'est pas du tout compromis, hein. Enfin, bien sûr, tu pars avec un but de retard, mais le PSG a tellement montré de bonnes choses. Alors, on sait tous que Anfield, Liverpool devant son public, peut-être renforcé par ce résultat, ils auront d'autres ambitions et tout. Surtout que là, ce week-end, ils ont Southampton, donc ils ont la possibilité de bien faire souffler. Mais vraiment, le fait de voir des 27-26 tirs à 2, enfin, on est sur un match qui, ouais, moi j'avoue que je pensais que ça tellement Liverpool proposait rien. Encore l'Atletico, tu vois, avant le but de Correa, ils avaient eu 5 tirs. Là, il y a eu un tir en première période. Il a fallu attendre la 86e minute pour voir Liverpool. On parle de Liverpool. Leader de PL incontesté, l'équipe qui a fait 7 sur 8 en Ligue des Champions. Enfin, c'est vraiment dire à quel point, à la fois, je pense qu'ils sont venus avec une approche prudente, mais aussi que le PSG les a vraiment étouffés et surtout qu'ils ont réussi à avoir ces temps forts jusqu'à la 85e. Après le but, t'as senti que c'était vraiment un coup de massue assez fort et t'as du mal à t'en relever. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que t'as pas trop le temps de tergiverser. Le retour, c'est dès mardi prochain. T'as du côté du PSG un déplacement à Rennes. Donc, ouais, je pense qu'on va assister encore à un match assez savoureux. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce PSG Liverpool. Et je pense qu'on a été servi, mais évidemment, avec cette finalité-là, pas grand monde ne s'attendait à un tel scénario et un résultat. Alors, on pouvait se dire pourquoi pas Liverpool l'emporter, parce qu'évidemment, tu as tellement d'atouts dans cette équipe. Mais de cette manière-là, non, je pense que pas grand monde ne pouvait le prédire. En tout cas, j'en profite pour vous saluer sur le chat, comme Enzo Payo. Bien le bonjour, ami, je suis un homme triste. Et oui, c'est difficile la soirée. Pour les Parisiens. Boston qui nous rappelle, Alisson est très fort, bien sûr. Alisson, homme du match, 9 arrêts. En plus, il est aussi décisif sur le but avec sa très très bonne relance pour solliciter Darwin. Salut Quentin, salut le coup franc de Mbappé. Alors, est-ce que tu pars Ethan a failli en mettre un à Dortmund quand même, hein, donc attention, attention, hein. Salut à Merab qui nous parle de Gvara qui a été bon, c'est vrai, Gvara a été très très bon. Salut à Supreme Leader JD, modérateur, j'espère que tu vas bien, frérot. Je suis quand même fier de mon équipe, même si l'exigence oblige à axer le manque de finition, puis l'action du but, Nuno, Marquis et Donnarumma. Non, moi je pense que c'est clair, c'est ce soir, enfin, ce matin, tu te lèves, t'es parisien, t'es tellement content de ce que t'as proposé comme visage, du fait d'avoir étouffé, d'avoir laissé quasiment aucune miette à Liverpool, tu te dis, c'est vraiment... On n'est pas loin de la vérité, et en même temps, t'as ce truc qui te rappelle, comme les matchs de phase de groupe contre Eindhoven, contre l'Atlético, comme Dortmund en demi-finale l'an passé, que la finition, l'efficacité dans les deux surfaces, c'est, voilà, hashtag analyse, mais c'est tellement primordial en Ligue des Champions, et c'est là que tu vois que ça a un tout petit peu échappé à ce PSG qui, moi, m'a montré beaucoup de choses. Je vois une question de Morcia Eco, t'as été surpris par le niveau du PSG? Non, j'étais pas surpris. Alors, je pensais que Liverpool sortirait un peu plus, tiendrait un peu plus le ballon, mais moi, je l'avais dit dans hors-jeu, je pensais qu'au niveau de la bataille du milieu de terrain, on parlait notamment du déficit de taille. Moi, je me dis qu'avec l'activité de João Neves, de Vitinha et de Fabien Ruiz, le milieu parisien, pour moi, est prêt. Était prêt pour ce combat, ils l'ont montré. Donc, il y a beaucoup de satisfaction. En fait, c'est ouf parce que tu sors de ce match avec 90-95% de satisfaction. Alors on va dire 90% parce que, ou peut-être un peu moins, mais bien sûr, t'as dans le lot l'efficacité, t'as l'action du but, c'est ça qui va être
assez criant. Marquinhos fouetté sur le but. Bah, t'as un enchaînement avec Marquinhos qui perd le duel sur Darwin, Nuno qui laisse un espace fou à Harvey Elliott, et tu as notre camarade Donnarumma qui se fait punir. Mais oui, pour moi, ça s'est joué là, je pense, l'efficacité, puis les gardiens. C'est vrai, quand tu vois le match d'Alisson, qui est parfait jusqu'au bout, qui est assez incroyable, du mal à incriminer Nuno sur le but, 85 à Mardi. Ah non, mais on parle vraiment de l'action, sinon, moi je trouve dans l'ensemble, Nuno a fait un très bon match, mais si on parle de l'action et de la chaîne des responsabilités, je pense que Donnarumma en 1, parce que bah, c'est le gardien du PSG qui a une action dans le match, c'est là où il doit intervenir, et revoyez l'action contre le Bayern il y a 2 ans, c'est un petit peu le même genre de situation où la main n'est pas assez ferme, et en face, bah, t'as Alisson qui sort un match all-time, quoi. Pour moi, Nuno en 1. Ah, c'est vrai qu'il laisse un bel espace, mais moi je te dis, quand tu vois la différence Alisson Donnarumma et cette action, je pense que tu peux un peu tiquer sur Donnarumma, quoi. Le duo Marquinhos-Nuno, c'est terrible pour eux, monstrueux pendant 85 minutes avant cette erreur. Bah oui, oui, très clairement, tu te dis que le football est cruel, parce que honnêtement, les 10 joueurs de champ parisiens, et même j'ai beaucoup aimé l'entrée de Désiré Doué, il y avait un curseur qui était extrêmement haut, quoi. Donc, sincèrement, je me dis que c'est compliqué. Les notes de PSG Liverpool, bah de toute façon, Alisson, il a eu 9. Voilà, si vous voulez savoir. Les notes dans l'équipe, c'est 4 Donnarumma, 5 Hakimi, 5 Marquinhos, 6 Pacho, 6 Nuno Mendes, 6 Fabian Ruiz, 7 Vitinha, 7 João Neves, 6 Guevara, 6 Dembélé, 5 Barcola. Liverpool, 9 Alisson, 4 Alexander-Arnold, 6 Konaté, le bandit, 6 Van Dijk, 3 Robertson, 5 McAllister, 4 Gravenberch, 3 Salah, 2 Szoboszlai, 4 Jota, 4 Luis Diaz. Je pense que j'aurais mis un peu moins Salah, parce que il est tellement passé à côté de sa rencontre pour un prétendant au Ballon d'Or, même si voilà, il a été monstrueux cette saison. Parce que quand on dit que Salah n'a pas été bon, ça veut pas dire qu'on enlève tout le mérite qu'il a pu avoir. Alors attendez, hop, j'ai pas vu que j'étais pas passé. Hop, voilà, comme ça vous avez les notes. Moi je l'ai dit hier dans Hors-jeu. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce live. D'habitude, je fais les lives souvent juste après match de l'essai. On était avec la bande de Hors-jeu. Donc, je me suis dit que enchaîner un deuxième live à minuit, même si, bon, désormais avec la Ligue 1, on peut faire des choses un peu plus nocturnes. Mais je me suis dit qu'on allait faire ça un petit peu à tête reposée, parce que une bonne nuit de sommeil, bonne nuit de conseils. Moi, j'ai bien aimé le match de Gravenberch. Je sais pas si je suis le seul, mais je trouve qu'il a quand même eu un rôle de gros travailleur. Il a fait quelques sorties de balles intéressantes. C'est pour moi le seul qui a un peu tenté, tu vois, de proposer quelque chose, balle au pied. Et ouais, Alexander Arnold 4, je pense qu'il aurait pu être plus mis en difficulté, sincèrement. Bon, allez, on y va sur la question évidemment fatidique. Y a-t-il rouge? Rouge. Ah, je vois que c'est partagé. Moi, pour moi, oui, parce que la charge est irrégulière. Tu peux, enfin, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais bien sûr, le foot, sport de contact, tout ça, blablabla. Mais Konaté, pour moi, joue à aucun moment le ballon. Donc, et peut-être pas Péno, non, peut-être pas Péno, parce que ça a l'air de commencer à l'extérieur de la surface, mais ça fait une énorme carton rouge. Et ce Liverpool en difficulté, qui était vraiment pressé, étouffé, qu'il avait très très peu de sorties de balles intéressantes, sans Konaté pendant 70 minutes, ouais, j'aurais eu du mal à croire que ça défend. Mais oui, pour moi, comme je le dis, il y a rouge, la charge est irrégulière, elle est dans le dos, il joue pas le ballon. En tant que Parisien, oui, mais en vrai, je suis arbitre, je siffle pas, des fois ça siffle. En Est contre l'Angleterre, des fois ça siffle pas. Gado et Contro. Ouais, ouais, mais là, je trouve que vraiment, à aucun moment, notre ami Konaté joue le ballon. C'est ça qui m'interpelle un petit peu, quoi. Et Barcola a pris les devants, à partir du moment où il y a contact et aucune prise du ballon, c'est faute et rouge. Ça s'entend, ça s'entend. Mais oui, je pense que vu la position de l'action, je pense que oui, on a évidemment plus carton rouge et coup franc. Euh, ouais, tu vois, c'est-à-dire que ça commence vraiment, c'est tellement limite. Pour moi, oui, ça s'entend absolument de ce point de vue-là, quoi. Rodrigo a aussi pris la même charge contre l'Atlético sans être sifflé. Pour moi, cette charge-là, elle est
elle est trop, enfin, elle est plus virulente que celle de sur Rodrigo, tu vois. Si je devais revenir là-dessus. Après, si Penos n'est pas rouge, n'est-ce pas? Si, si, tu peux revenir. En fait, la VAR, tu peux revenir sur le penalty, mais aussi une faute qui, comme on dit, annule une action, où il part seul au but. Donc voilà. Mais après ce rouge, est-ce que le PSG aurait mis un but? Alors c'est pareil, hein, avec Dessy, ça se trouve, Liverpool nous aurait fait un match héroïque avec Alisson qui en sort 3-4 de plus, vu comment il était bouillant. Mais tu te dis quand même que Konaté, qui est un vrai bon défenseur, qui a fait, bon, au-delà de cette action, il a fait un peu n'importe quoi. Tant mieux pour lui, il s'est pas fait prendre par la patrouille. Voilà, ça a quand même bien tenu, tu vois, l'axe, quand les côtés souffraient un petit peu plus. Donc oui, je pense que ça aurait quand même changé la donne. Enfin, rien que se dire que t'aurais sans doute eu peut-être un Jota qui sort pour faire entrer un central. Du coup, déjà que Liverpool avait du mal à arriver dans la partie de terrain du PSG, là ça aurait été vraiment très très compliqué quoi. Donc oui, bien sûr, moi je suis d'accord pour le, le sentiment un petit peu d'injustice que les Parisiens peuvent avoir sur cette action. Je peux l'entendre. Ça doit être rouge comme ça l'a été pour Arro. Voilà, j'ai la même action en tête de ce point de vue-là. Si Konaté prend rouge, pour moi, ça peut finir en boucherie comme un Barcelone avec Arro. C'est vrai que ça peut s'ouvrir. Ça peut nettement s'ouvrir. Ça, on est bien d'accord. Bon, c'est le moment de refaire mal un petit peu aux Parisiens, mais voilà. 70% de possession à 29, enfin 70,4 à 29,6, 693 passes contre 295, 21 occasions à 2, 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1. Normalement, c'est des stats de match de Coupe de France. Hein. Ça, c'est le PSG contre le Stade Briochin. Ça se termine avec un 7-0 et d'honneur pour le Stade Briochin, enfin du coup pour Liverpool qui demande à ce qu'on laisse la recette et qui est content de pouvoir échanger des maillots avec Dembélé, Gvara et Vitinha quoi. Normalement c'est à la lecture des stats, c'est ce que le match dit, sauf que voilà le sport, le foot comme vous le savez est le sport le plus imprévisible et le plus incroyable qui puisse exister. 14 corners à 2, 24 centres, même dans l'engagement 56 duels gagnés à 27, c'est fort. Et puis là, ouais, bah, là, ça fait mal. Hein. 9 arrêts à 0, là, tu te dis, tu prends. T'as vraiment, t'as vraiment mal au crâne, quoi. Non, mais mardi prochain, ça va être dingue. Et quelqu'un m'a reposé la question, est-ce que tu crois au PSG pour le match retour? Oui, moi j'y crois. Alors, ça va être une autre configuration un peu différente. Je pense qu'encore une fois, Liverpool ne va pas forcément avoir le ballon la majorité du temps. Je pense qu'il aura un petit peu plus parce que proposer ça devant son public, je pense que c'est pas trop l'ADN. Je pense que, en vrai, Slot, il avait un plan en tête. C'était le même match que contre, souvenez-vous, City où Liverpool gagne 2-0 parce qu'ils arrivent à mieux ressortir le ballon, avoir des transitions assez tranchantes et avec Slobozai puis Salah, voilà, faire mal à leur adversaire. Sauf que City n'est pas le PSG. Qui aurait pu croire qu'on dirait cette phrase il y a un an. Et le PSG a tellement bien quadrillé, maîtrisé toutes les parties du terrain, impossible pour Salah d'être sollicité tant il était bien cadré par Nuno Mendes. Jota était bien pris par Pacho et Marquinhos, même si Pacho a eu quelques moments d'égarement en première période. Pareil pour Luis Diaz. Luis Diaz c'est quand même un poison absolu et on a eu pareil beaucoup de mal à le trouver. Le milieu de terrain, la bataille, bah, même si moi je trouve que voilà, Gravenberch a beaucoup travaillé, que McAllister est le joueur qui a gagné derrière Nuno Mendes le plus de duels défensifs hier, bah, ils ont été mangés quoi. Quand tu vois ce que ça apporte un petit peu ce milieu de terrain Vitinha, Neves, Fabien Ruiz qui a vraiment été très performant, donc bravo à eux. Après c'est vrai que comme le dit Noxty, peut-être que ça joue aussi sur les remplaçants parce que Curtis Jones a été bon, Darwin Nunez qui est un petit peu, je vais pas dire
un joueur maudit, mais voilà, qui est quelqu'un qui n'a pas répondu aux attentes depuis son transfert et qui entame sa 3e saison, je crois, à Liverpool, et on reste toujours sur notre fin avec un nombre de ratés incalculable. Bah, tu vois, l'entrée, paf, ça pèse sur Marquinhos et tu as l'occasion d'être impliqué sur le but. Pareil, Harvey Elliott. Décisif sur le but avec cette finition. Wataru Endo a été très très bon aussi pour bien travailler. C'est vrai que peut-être si on se dit, même si moi j'ai beaucoup aimé encore une fois l'entrée de Désiré Doué, après bon, Ramos et Zaïre Emery, ils rentrent à 15 minutes de la fin. Ils n'ont pas eu trop l'occasion d'être sollicités, mais peut-être que ça se joue aussi un petit peu sur le banc, cette affaire. Ouais. C'est vrai que c'est un impact à prendre en compte. Barcola un peu discret peut-être sur le banc avec Doué à droite et Gvara à gauche. Ah, je sais pas parce que c'est vrai que Désiré Doué, c'était quand même la surprise. La surprise, hein. Moi je m'attendais sincèrement à ce qu'il démarre parce que c'est quand même, je trouve avec bon, quand je dis qu'il y a beaucoup de Parisiens en forme, c'est vrai qu'il y a Ousmane Dembélé qui est un peu tout en haut, mais sinon tu vois t'as Vitinha, t'as Neves, t'as plein de joueurs qui sont en grande forme, et c'est vrai que Désiré Doué pour moi il est dans le top 3 des Parisiens en 2025. C'était quand même une petite surprise de le voir sur le banc parce que est-ce que ça aura changé quelque chose? Moi personnellement j'ai beaucoup aimé le match de Gvara, qui est pas loin d'être le premier héros avec cette superbe frappe, qui tente beaucoup de belles choses. Euh, Après oui, moi je pense que peut-être au retour mettre un Désiré Doué d'entrée, ça peut faire quelques différences. Je peux comprendre que Barcola vous ait déçu, mais c'est dur le foot parce que Barcola il est à ça d'être impliqué sur le carton rouge qui peut faire basculer le huitième de finale comme le quart contre Barcelone. Donc compliqué. Au final, le choix de Gvara a été payant, donc mettons nos notes. Ah non, mais après, c'est une bonne nouvelle, je trouve aussi, pour le PSG de Luis Enrique, d'avoir un gros balotage où tu dis, t'es obligé de mettre Désiré Doué sur le banc. Il y a quelques mois, voire quelques années, t'avais pas autant de profondeur de banc. Souvenez-vous d'une compo, je vais ressortir un petit peu quelque chose de son, mais le PSG Bayern, quand ils y perdent 1-0 sous Galtier, je suis pas sûr qu'au niveau du banc, t'aies autant de bons joueurs, quoi. Euh, Ouais, voilà. Putain, la ligne du milieu de terrain, c'est quelque chose, hein. Et sur le banc, bon, t'avais Mbappé, mais qui revenait de blessure. T'avais Vitinha qui était remplaçant. Et t'avais Fabien Ruiz. Mais voilà, tu vois quand même que t'as un peu grandi. C'est. T'as Galtier, qu'est-ce qu'il nous avait fait ce soir-là? Le père Totov, c'est quelque chose. Mais ouais, moi j'ai bien aimé la l'attitude du PSG. Et c'est vrai que en fait, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais t'es tombé sur un gardien de gala. Alisson, c'est le match où il a évité le plus de buts. On est à 2-3 XG arrêtés. Pour lui, c'est sa meilleure perf et tout. Il y en a qui sont allés ressortir. Donc t'es tombé sur... Voilà, on sait que le PSG a vécu beaucoup de scénarios fous en LDC. Et là, tu es vraiment sur peut-être le momentum, à savoir, même si Alisson est un excellent gardien, là, c'était vraiment le soir où il a le plus brillé. Et c'est vrai qu'il y a l'arrêt au sol sur Gvara, tu as le coup franc, moi, que je trouve incroyable, où il va vraiment à chercher du bout des doigts, qui est assez fou. Il y a la frappe de Doué, il y a l'intervention sur Dembélé, le face-à-face, puis Barcola qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Et d'ailleurs, je pense que si le match il doit tourner, je l'ai dit sur Twitter, mais je pense que sont ces 10 minutes où tu as à la fois l'action de João Neves, qui est très très bien placée. Tu as la situation très litigieuse, enfin même illicite, de Konaté sur Barcola, et puis tu as cette quasi triple tentative en 5 secondes qui ne finit pas au fond. Là, c'est vrai que si tu... Et le but hors jeu de Gvara, t'imagines, enfin cette première période. Et c'est vrai que beaucoup disent, et je pense que je suis d'accord, c'est peut-être le meilleur match du PSG version Luis Enrique, parce que contre ce type d'adversaire, même si Liverpool avait un plan en tête, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant s'ouvrir. Et Arne Slot l'a dit en conférence de presse après match, ouais, ils sont tombés sur une équipe qui était bien meilleure et qui est assez saisissante, quoi. Je savais que Liverpool c'était très surcoté, mais pas à ce point, ils ont été ridicules. Alors,
Surcoté, je pense pas que ce soit le mot. Je pense que l'attitude de Liverpool et le non-match de certains comme Salah, ça a surpris beaucoup de monde. Après, c'est une équipe qui a souvent bien calculé ses coups. Arne Slot est un entraîneur qui s'adapte énormément à son adversaire, au timing. Et là, il était dans une posture assez défensive, faut le dire. Après, je suis quasiment convaincu que le PSG a été très très fort plus que Liverpool a été faible. Je pense que Liverpool a été surpris du pressing du PSG. Oui, je pense aussi. Mais Liverpool a fait des matchs cette saison, enfin, surtout à Anfield. C'est pour ça que peut-être une configuration à domicile va leur plaire. Mais voilà, Salah a été impliqué sur 50 buts quasiment cette saison. C'est pas parce qu'il passe à côté d'un match, et même si c'est un gros match, qu'il faut l'accabler et le descendre. Donc non, Liverpool est une excellente équipe. C'est juste, je pense qu'ils sont tombés sur un PSG qui avait toutes les planètes alignées, sauf tout en haut, comme on dit, Neptune, qui n'a pas tout à fait respecté l'alignement. Et cet alignement, c'est l'action à la 86e minute, c'est tous les faits de jeu que vous connaissez, et tu en arrives à cette défaite 1-0. Voilà, Liverpool fait son pire match de la saison et nous on fait le meilleur match de notre saison, résultat défaite. C'est vrai que si tu exclus la défaite en FA Cup contre Plymouth avec je ne sais combien d'absents, enfin une grosse rotation d'Arne Slot, bon, te faire taper par Plymouth, ça fait jamais plaisir quand t'es Liverpool. C'est vrai que compte tenu du rendez-vous de ce que tu attends de Liverpool dans ce type de configuration, ouais, c'était très décevant et en face le PSG a été monstrueux. Mais je vous le répète, le football est un sport qui a beaucoup de surprises à nous offrir. Et ce soir, on y a assisté, quoi. Donc, sincèrement, ce qui est bien pour Paris, c'est que t'as pas trop le temps de tergiverser, je trouve. Le retour, c'est dès mardi. Donc là, on est déjà jeudi. T'as un match retour dans 5 jours. Donc, sincèrement, je pense que... Moi, j'y crois encore. Je pense que ça va être très compliqué, mais cette efficacité qui t'avait manqué, comme le match contre l'Atlético, le PSV, ça peut aussi revenir. Après, tu sais que tu vas avoir un Alisson qui est dans une confiance absolue. T'as Arne Slot qui va proposer autre chose. Là, ils vont avoir l'occasion de faire un petit peu tourner contre Southampton. Paris aussi, je pense, contre Rennes, parce que t'as un tel match là, même si, vous savez, Paris, je pense qu'ils ont aussi l'objectif de rester invaincu en Ligue 1, ce qui serait une première sous QSI. Ça reste compliqué. J'ai même pas parlé, enfin, tu vois, des individualités côté parisienne plus en détail, mais par exemple, j'ai adoré le match de Vitinha à l'organisation. J'ai trouvé vraiment hyper séduisant. L'actualité de João Neves, Gvara était très très remuant, mais voilà, c'est sur une action que ça bascule, et tu peux voir que t'as évidemment ces gros doutes sur Donnarumma qui continue. Pour moi, c'était l'enjeu principal. C'était Donnarumma dans ce type de configuration qui doit répondre présent et ne l'a pas fait. Alors peut-être que la frappe d'Harvey Elliott, elle vient très bien, et que évidemment tu as Nuno Mendes et Marquinhos qui sont aussi impliqués sur l'action, mais c'est terrible le poste de gardien de but, hein, parce que tu es jugé sur une action, et cette action, Gigio n'a pas répondu présent, quoi. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce PSG Liverpool. Je sais pas s'il y a un autre aspect à évoquer, mais c'était en tout cas 90 minutes très très riche en enseignement, et encore une fois, enfin, le contenu, enfin, tout est parfait. C'est vrai qu'on avait vu un PSG implacable, Ligue des Champions, Ligue 1 et Coupe de France. Contre cet adversaire-là, on a vu que même si c'était une dimension supérieure, ils étaient capables de reproduire ça dans l'intensité. Après, voilà, c'est l'efficacité, c'est le réalisme qui manque, et aussi une vraie dose de malchance, parce que l'action Konaté-Barcola, ça peut évidemment tout changer, quoi. Ah ouais, je peux comprendre que vous avez envie de vous faire sauter le caisson, parce que c'est le genre de scénario qui fait beaucoup de mal à la tête. On va passer au LOSC quand même. Voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins besoin de prendre de Doliprane ce matin du côté de Lille, qui va retrouver Dortmund mercredi prochain, avec un match plutôt accompli. Presque, et c'est fou d'avoir des regrets de se dire qu'il y avait mieux
à aller chercher pour ce LOSC. J'ai beaucoup aimé l'attitude, notamment de la seconde période. La première, tu sens que c'était peut-être voilà, le temps de digérer un petit peu l'enjeu du huitième de finale. Se dire que c'est Dortmund, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, parce que même si il y a des choses qui vont pas depuis pas mal de temps pour le Borussia, moi je me dis que réussir à la fin du match à te dire on aurait pu le faire, ça veut dire que Lille a encore grandi, mais pour devenir voilà, justement une équipe qui compte en Europe, tu dois être capable aussi de gagner ce type de match là-bas. Mais on l'a vu que Genesio, lors de la phase de groupe, avec son groupe, avait été voilà, en réussite avec l'Atlético, le Real, la Juve, enfin ils ont sorti quand même de très très bons matchs. Mais c'est vrai que Dortmund, qu'est-ce que c'est inquiétant. Je vois Thibaut qui veut parler de Johan Brandt. Moi, Johan Brandt, c'est... J'ai entendu quelqu'un comparer Julian Brandt à Moussiala et Wirtz. Bah, ça fait mal au cœur. Alors peut-être qu'il comparait Julian Brandt à Ernest Moussiala et Johan Wirtz, qui sont quelques joueurs de 3e, 4e division qui évoluent peut-être au Dynamo de Dresde ou à Kaiserslautern. Je ne connais pas tous les effectifs par cœur du football allemand, mais s'il veut les comparer à Jamal Moussiala et Florian Wirtz, ça fait grand mal. Non mais vraiment, attendez, faut que je retrouve juste qui a dit ça, quoi. Wirtz, Moussiala, Brandt. Saïn compare l'irremplaçable Brandt à Moussiala et Wirtz. Bon, bah... Tu m'étonnes qu'il ait perdu son poste. Même si Nuri Sahin, gros respect, la carrière, Dortmund, Liverpool, Real, joueur sympathique. Mais en tant qu'entraîneur, déjà que le passage était très très limité. Si en plus tu nous fais des déclarations comme ça, tu m'étonnes qu'il soit passé... à la trappe. Mais ouais, moi Julian Brandt, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Leverkusen, que j'ai trouvé intéressant sur ses premiers pas à Dortmund, et depuis c'est même pas qu'il a stagné, c'est qu'il y a une régression assez folle, quoi. Donc dommage pour Dortmund, qui en plus avait profité d'une erreur d'inattention. Ça aussi, des petits trucs à corriger pour Lille, avec Adeyemi laissé seul aux 16 mètres sur le corner à retomber du ballon. Après, la frappe elle est pure et limpide, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Et paradoxalement, ce but a presque libéré le LOSC, qui a commencé un petit peu à être en confiance. Une demi-heure un petit peu pour... se mettre en route. Et puis j'ai beaucoup aimé leur match, hein, sur la dernière heure. Plein de personnalités, plein de bonnes choses. Le but avec la percée d'André pour servir David. Et David, il faut pas juste le limiter à un tireur de pénalty, les gars. David, c'est un vrai bon neuf. Le seul truc de David, je vous le redis, c'est un mec qui a beaucoup enchaîné, qui a pas eu forcément de remplaçant. Là c'est bien, ils ont ramené Akpom pour le faire souffler de temps en temps. Par exemple, ça m'étonnerait pas que Choupa Akpom soit titulaire ce week-end contre Montpellier. Lille reçoit Montpellier pour la rencontre entre les deux matchs de Ligue des Champions. Et David, voilà, il a été bien inspiré sur le coup. Haraldsson, meilleur Lillois en 2025, rien à dire, très performant, une vraie montée en puissance, et ça valait le coup d'attendre la montée voilà, du petit prince islandais. En plus, ce qui est fou, c'est que, enfin, pour vous confier l'anecdote, je sais pas pourquoi, mais quelqu'un hier a liké sur TikTok la vidéo où je parle d'Haraldsson quand il arrive à Lille, donc c'était il y a 1 an et demi, et là, bon... On peut dire qu'on y allait, niveau enflammade, hein. Le mec avait mis 5 buts en 3 matchs de prépa. Moi j'étais dans le train, mais genre limite je suis arrivé à la gare 5 heures à l'avance, hein, parce que le train Haraldsson il a mis un tout petit peu de temps à partir. Après c'est logique, adaptation, changement de dimension, un poste à trouver. C'est quelqu'un qui a été pas mal baladé, Haraldsson, hein, entre le côté, l'axe, même il a été de plus en plus reculé. Et finalement je suis plutôt... je suis content d'avoir gardé ma confiance en ce joueur, parce que je trouvais qu'il avait, à Copenhague et sur ses premiers pas à Lille, ce fameux petit truc en plus. Ça a mis du temps, mais là on peut voir que c'est très clairement l'individualité qui ressort bien côté Lille, et le but vient le prouver. Après oui, j'ai vu le message un peu plus haut, je crois que c'est Jason qui l'a dit. Oui, Boadi, il faut qu'on en parle. Boadi, quel talent! Quel talent, c'est très très fort. Déjà que le match contre le Real, il y a quelques mois, nous avait étonné, épaté. On s'était dit, tiens, il y a vraiment un mec qui a seulement 16-17 ans réussi ça. Et le refaire comme ça dans un huitième de finale. Et ce qui me plaît avec Boadi, c'est que tu n'auras pas de truc, tu sais, incroyable. C'est pas Boadi, il va pas te dribbler 3-4 mecs à la Yamal et tu vas pas sauter au plafond. Par contre, tout ce qu'il fait, à cet âge-là, c'est juste. Et c'est ça qui va
va le permettre, je pense, de faire une très belle carrière, c'est qu'à cet âge-là, déjà, il sait comprendre dans quel environnement il évolue, comment résister au pressing adverse, comment s'en sortir, comment mettre ses coéquipiers en valeur et toujours bien placé. Et ça, pour moi, voir un joueur de 17 ans avec autant de maturité, moi, ça m'interpelle et j'ai envie, évidemment, de suivre sa progression. C'est très très fort ce qu'il réussit à faire. Et bluffé par ce qu'il produit. C'est hyper complémentaire avec André, c'est vrai. Et c'est bien parce que tu vois, le LOSC a quand même perdu pendant plusieurs mois Bentaleb avec son malaise cardiaque. Il y a Bouhaddi qui arrive. Alors, tu as eu beaucoup de changements au milieu de terrain. Tu as aussi eu voilà, Angel Gomez, Muko, Mbappé, même Haraldsson lors de la pré-saison a évolué dans ce poste un peu plus reculé. Mais là, quand tu vois le niveau de Bouhaddi, t'es juste, scotché. Joueur simple, mais bien, ça le rappelle Camavinga. Je trouve que Camavinga c'est encore différent dans sa capacité à se projeter et avancer vraiment balle au pied. Boadi c'est plus, tu sais, un peu comme Zaïre Emery, dans le sens où dès cet âge-là, il fait des choses en professionnel où tu dis ok, le mec il a compris les codes sur comment jouer dans un collectif de très haut niveau et réussir à se mettre en valeur. Donc ouais, Boadi c'est très très fort. Sincèrement, c'est assez épatant quoi. Je suis aussi surpris de Muko qui progresse vraiment par rapport à ses débuts. Oui, c'est vrai que Muko après, j'ai trouvé qu'elle première mi-temps vraiment brouillonne de sa part, mais il a quand même été assez utile. En vrai, c'était un LOSC, tu vois, avec beaucoup de profils travailleurs, même tu vois, la première d'Ethan Mbappé, plutôt intéressante, tu vois, dans un rôle un peu inhabituel. Mbappé qui a plutôt été formé comme un 8 avec les U19 du PSG sous Papus Camara, c'était vraiment son rôle. Moi j'aime bien ce qu'il montre hein, depuis son arrivée à Lille parce qu'il est arrivé fin de contrat au PSG, on savait pas trop quoi s'attendre et je pense que ce qui est bien de la part d'Ethan Mbappé c'est de réussir à faire taire les mauvaises langues qui se disent voilà vous savez hein, c'est du piston, c'est le petit frère d'eux donc voilà, mais je pense que s'il y avait du piston, réussir à être titulaire en 8ème de finale Ligue des Champions, là ce serait vraiment très très fort de sa part. Non, c'est juste que c'est un vrai jeune intéressant, il fera sa carrière, je pense qu'il aura vraiment une carrière honnête, et c'est bien de le voir évoluer comme ça. Boadi, Muko, Haraldsson, c'est même pas 20 ans de moyenne d'âge, faut le rappeler. Ah non, mais de toute façon, le milieu de terrain, c'est très très jeune, hein, même Mbappé. Voilà, derrière, t'as un peu plus de tonton, même si Diakité et Chevalier, ça reste encore assez jeune. David, il a 25 ans. Sur le banc, t'as quoi? Bon, sur le banc, t'as quand même du Cavella. T'as du André Gomez. D'ailleurs, André Gomez aurait dû prendre rouge hein, sur la semelle. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et t'as Mathias Fernandez Pardo qui est un 2005. Et tu te dis qu'en plus, le LOSC réussit à faire ça sans peut-être, comme on dit, l'individualité un peu frisson d'attaque avec Zegrova, quoi. Et comme le dit Thibaut, voilà exactement. T'imagines ce LOSC avec de très bonnes dispositions, mais j'aime bien parce que c'est un Lille qui est très sérieux, très appliqué, très concentré, qui est presque calculateur et qui sait où il veut aller. Mais c'est vrai que tu te dis que si tu rajoutais les grains de folie que sont Thiago Santos et Zegrova malheureusement blessés, et même un Sarawi, c'est vrai que c'est une équipe qui sera encore plus complète. Mais tu vois, tu as quand même des absents de renom et tu réussis à aller chercher Dortmund chez lui, qui avait l'avantage du terrain, qui avait quand même, tu vois, Guirassy, Adeyemi, Baino Gittens. Finalement, tu t'en sors avec 7 tirs. Bon, c'est vrai que c'était pas le match le plus spectaculaire, mais tu vois, 7 tirs encadrés, Dortmund, c'est chaud. C'est chaud de proposer ça devant ton public. Hein. C'est waouh. Très compliqué pour le BFAOB. Force Thibaut, force aux supporters du Borussia, parce que là, ces prestations indigestes, comme on dit, quoi. Va y avoir un énorme embouteillage au milieu sur la fin de saison. André, Boadi, Muko, Bentaleb, André Gomez, sans compter Angel et Radson. La gestion et temps de jeu va être un gros enjeu de fin de saison pour Genesio. Ouais, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses. Après, t'as des joueurs qui ont quand même, tu vois, un rôle un peu plus lointain, reculé, parce que André Gomez, il est, comme on dit, plutôt vraiment loin dans la hiérarchie. C'est plutôt pour faire souffler en fin de match. Bentaleb, je crois qu'il n'est pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions depuis qu'il est revenu sur les terrains après le malaise. Donc au moins tu sais que Bentaleb c'est que pour de la Ligue 1. Après tu as quand même une petite hiérarchie qui se dessine. Je pense que là, la compo, à voir si tu as Sarawi ou Zegrova, mais je pense que Genesio il a bien aimé ce LOSC sérieux, appliqué.
Et il pourrait s'appuyer sur cette base. Oui, c'est vrai que Meunier, s'il y avait un joueur que j'ai pas trop aimé, même si seconde période ça allait mieux, mais la première était assez critique. Angel Gomez n'a plus sa place. Ouais, c'est dommage parce qu'Angel Gomez, j'ai bien aimé. Mais tu sens que Angel Gomez, ça prépare le transfert en PL. Parce que bon, international anglais, il a encore combien de mois de contrat, le père Angel? Un joueur, un joueur comme ça, libre, celui-là, ça m'avait échappé. C'est dommage parce qu'il y a un petit billet à prendre. C'est dommage qu'il n'ait pas prolongé ne serait-ce qu'un an pour aller chercher voilà, un transfert à 10 millions sur le principe. Donc, à voir. Mais après, oui, c'est sûr que là, c'est peut-être un joueur un peu plus en roue libre. Mais vu ce qu'il a réussi en Ligue 1 depuis son arrivée en 2020, ça peut être un vrai bon petit joueur à relancer. C'est assez ouf, hein, il a vraiment fait toutes les catégories jeunes de l'Angleterre. C'est fort d'avoir fait des U16 jusqu'au A. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait toutes les catégories comme ça, quoi. Le highlight du match, c'est le bisou d'Alexandro. Ah, le bisou d'Alexandro. Mais vraiment, Alexandro, j'aime bien ce côté un peu trash talk sans être violent. Le bisou sur Adeyemi, ça, c'était assez savoureux, ouais. Vraiment, vraiment un sacré loustic, cet Alexandro. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir parmi les matchs de Ligue des Champions un petit peu ailleurs. Alors évidemment, j'ai pas pu tout voir, notamment tu vois le Barça Benfica, j'ai pas eu le temps de me refaire le match un peu en intégralité, mais ça m'intrigue parce que évidemment le Barça qui se retrouve à 10 dès la 22e minute avec l'expulsion de Koubarsi, c'est quand même un événement. Chesney qui sort 8 arrêts, on a eu voilà un Alisson en état de grâce, mais Chesney qui sorti de sa retraite vient faire le tonton expérimenté et sortir le match qu'il faut pour maintenir le Barça en vie. Chapeau à lui parce que on avait déjà eu des matchs de sa part cette saison où ça avait été on va dire un peu plus hasardeux, et là il a vraiment sorti les arrêts, les parades nécessaires parce que le Barça a 10 contre 11. On avait déjà eu cette configuration contre Monaco et ça avait terminé sur une défaite 2-1. Pedri, j'ai vu le match, Pedri de toute façon, hein, je pense que oui, on peut le dire en ce moment, oui, c'est le meilleur milieu du monde, hein, vu ce qu'il réussit à produire, le niveau de régularité, les courses, l'intensité, la qualité de passe, l'organisation du jeu. Pedri, c'est l'élite de l'élite en ce moment. Il y a très clairement quelque chose avec ça. Et moi, ce qui me bluffe le plus chez Pedri, c'est que, souvenez-vous, c'est un joueur qui avait été blessé lors de l'Euro avec la béquille de Saligo de Toni Kroos. Et on se disait, Pedri, c'est encore un coup dur, est-ce qu'il va revenir? Et là, cette année, après, on va toujours croiser les doigts pour lui, mais on sait que c'est un joueur qui avait toujours tendance. Il y a eu des longues blessures, mais il y avait surtout des pépins physiques en saccadé. C'est Pedri, il pouvait enchaîner un mois, puis voilà, petite lésion à la cuisse, 2 semaines, puis il revenait, puis de nouveau. Là, cette saison, c'est peut-être le gros mérite du staff de Hansi Flick, et même d'une habitude qui était assez récurrente au Barça, c'est d'avoir changé beaucoup d'habitudes et de permettre aux joueurs d'être en meilleures conditions physiques. Enfin, souvenez-vous, le Barça, à un moment donné, c'était l'une des infirmeries les plus remplies d'Europe. On se posait beaucoup de questions et je l'avais raconté sur hors-jeu. Moi, je m'étais renseigné là-dessus. Par exemple, c'est tout bête, mais Hansi Flick, quand il est arrivé, il a changé la mastication des joueurs. Je m'explique, il a changé l'habitude de mastiquer les aliments à la cantine du Barça parce que les joueurs mâchaient mal les aliments au point que, et ça j'ai découvert, je sais pas s'il y a un médecin dans l'assemblée, mais ça m'a paru faux comme info, si tu mâches mal, en fait ça provoque, je sais pas comment dire, ça a une mauvaise habitude qui peut avoir une influence sur le reste des muscles, quoi. Et ça peut causer des blessures. Et Hansi Flick il s'est rendu compte de ça, et il a changé les habitudes. Donc c'est dire à quel point la méthode allemande porte ses fruits. Et au-delà de ça, voilà, il y a aussi la récupération avec des bains froids. Enfin, je sais que ce qui est ouf, c'est que le Barça, autant c'est un très grand club, une institution, tout ce que vous voulez, autant sur l'aspect moderne de la récupération, de la préparation physique, le Barça, il leur manquait quelques cases, et Hansi Flick, avec son staff, ils sont arrivés à régler ça. Ah bah les dents, c'est ultra important, ça joue sur tout le corps, c'est pour ça que les jeunes joueurs ont souvent des bagues et dentiers très tôt. Bah voilà, Thibaut, notre dentiste attitré du chat, nous fait ça. Et c'est vrai, Karim le dit, il y avait déjà eu l'histoire du transfert de Sissoko à Milan, annulé pour des problèmes de dents en 2009. Bah voilà.
Donc, retenez bien, c'est important de bien mastiquer. Hein. Voilà. Tu sens qu'Hansi Flick a vraiment préparé à long terme son arrivée au Barça. C'est fou d'avoir autant changé l'équipe en si peu de temps. Bah oui, très clairement, t'as eu un effet bœuf où t'as pu voir une transformation radicale. Ce qui est bien, je trouve, c'est que tu l'as eu immédiatement avec août, septembre, octobre, une équipe qui a vraiment marché sur tout le monde jusqu'au Classico. Ensuite, tu as eu cette fameuse période où tu as perdu des points, tu as perdu des matchs contre Las Palmas, Leganés, Retafe. On s'est posé des questions, est-ce que finalement c'était pas trop énergivore? Et puis la pause a fait du bien, et aussi la grosse victoire contre le Real en Supercoupe. Tu t'es dit, ok, il y a quand même un gros coup à jouer avec ce Barça-là. T'es revenu en plus en tête de la Liga, donc tu sens que le championnat est encore très très long, et puis t'as l'objectif d'avancer un essai. Mais Farisco, tu sais que la stat que tu dis, première victoire en 8e de finale à l'extérieur depuis 2016, c'est pas rien. C'est quand même fou, cette stat pour le Barça. Moi j'en ai vu une autre, c'est le premier clean sheet en match à élimination directe depuis le Barça-Liverpool 3-0 avec le coup franc de Messi. Au retour, ça fait 4-0 la remontada pour Liverpool. T'imagines, premier clean sheet depuis la saison 2018-2019 en match à élimination directe. C'est dingue, tu vois, pour le Barça. Donc, y a des choses à évoluer, mais c'est vrai que moi, de très très vite, on a senti que sous Hansi Flick, ce Barça prenait une excellente direction, et ça se confirme. Et puis, comme toujours, le but de Rafinha, quel plaisir de voir un joueur autant progresser. C'est vrai que je pense que c'est la progression la plus dingue à laquelle on ait pu assister, même si c'est vrai qu'on avait vu un Rafinha en fin de saison dernière, notamment les matchs contre le PSG où il était bien inspiré. On a vu que ça commençait peut-être un petit peu à prendre sous Xavi, mais très clairement là il a été responsabilisé. Le fait qu'il ait aussi le brassard de capitaine, c'est pas rien d'être capitaine de temps en temps du FC Barcelone. Donc ouais, vraiment ce match était assez ouf, et Benfica peut s'en vouloir parce que Benfica, c'était comme le match contre Monaco, ils se sont retrouvés à 11 contre 10, ils en ont pas profité. Donc voilà. Tu penses qu'en 11 contre 11 le Barça aurait déroulé? Ce qui est sûr, c'est que ils auraient eu un peu plus de situations, mais je trouve que c'est bien aussi de la part de ce Barça de savoir bien défendre, parce que c'est peut-être pour beaucoup la limite de cette équipe cette saison. Si on doit, tu vois, trouver une faiblesse, et vraiment on va peut-être être tatillon, c'est l'aspect défensif, parce que le Barça a pris quand même pas mal de buts pour une top équipe européenne, et là tu te dis que c'est l'équipe qui sait être sérieuse, rigoureuse, et qui le fait. Benfica qui échappe une autre fois à rouge, attentat sur Inigo. Oui, c'est vrai que on a parlé des soucis d'arbitrage sur PSG Liverpool. Ça a été le cas aussi sur ce Benfica FC Barcelone. Donc bravo à Rafinha, bravo à Pedri, bravo à Chesney pour ce succès assez dingue, quoi. Bizarre à dire, mais le Barça et Liverpool ont fait des victoires de futurs champions de LDC. Tu sais que quand tu vois la partie de tableau de Barcelone, où après Benfica c'est Dortmund-Lille, et après tu affrontes du coup ce serait normalement Bayern ou Inter. C'est vrai que c'est une partie tableau qui est très intéressante, je trouve, et dans l'autre sens tu aurais, on va dire, allez, peut-être Real, Arsenal et PSG ou Liverpool, Aston Villa, mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas avoir tu peux avoir Barcelone et Liverpool en finale. Mais oui, je suis d'accord avec toi, De Jong, Bayern ou Inter en demi, c'est pas simple. Moi, l'Inter, c'est un peu le sous-marin outsider, donc grosse méfiance vis-à-vis de cette équipe. Mais il y en a un autre, justement, on vient de l'évoquer, dont il faut se méfier. Est-ce que c'est pas comme d'habitude, mes chers amis, ce bon vieux Real Madrid? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, déjà le match, 13 tirs, 7 cadrés, 6 tirs de cadrés. Bon, on sait que ça allait être particulier comme confrontation, configuration. Vraiment, techniquement, dans le déchet, tout ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. Sincèrement... Heureusement qu'on a eu 3 coups d'éclat et 3 buts magnifiques, mais le Real qui nous fait une victoire à la Real, sans être épatant. Après, en face, l'Atlético, il y a presque pas assez cru, parce que je trouvais que le Real était vraiment pas dans un bon soir au-delà des buts. Je trouvais collectivement ça n'avançait pas beaucoup. Après, il y a quand même des satisfactions, tu vois, le match de Tchouaméni, qui est un joueur qui a été vivement critiqué cette saison, peut-être le Madrilène le plus critiqué, il a répondu aux attentes. À côté de lui, Camavinga, ça a été quand même
assez compliqué au-delà de la situation sous Julian Alvarez. T'as senti que c'est pas une bonne période pour Camavinga au global, et c'est étonnant parce que c'est quand même sa 4e saison au club. On l'a vu faire de très bons matchs en Ligue des Champions. Après en fait je suis à la fois partagé parce que je me dis que normalement à partir de ce moment-là dans sa carrière et sa progression, il devrait avoir franchi un palier et de se dire que voilà, c'est un titulaire indiscutable du Real où ça tourne bien pour lui. Dans l'autre sens, je me dis que peut-être avec un changement de coach, si tu fais venir par exemple, je sais pas, un Xabi Alonso à la place d'Ancelotti et que Xabi Alonso le met dans une autre configuration, peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir justement paf, ce déclic, cette inspiration pour aller de l'avant. Mais oui, Camavinga, par rapport au potentiel du joueur et ce qu'il nous a montré, notamment quand il rentrait, le fameux Camavinga version Super Sub, Ligue des Champions 2022, qui était un joueur magnifique, ouais, c'est frustrant de le voir un petit peu comme ça, patauger et ne pas être à son meilleur niveau, quoi. Ah non, les buts sont dingues. Ah non, non, mais les buts, tu vois l'ouverture de Valverde pour Rodrigo et la manière dont il efface, et le pied gauche, c'est une violence sans nom. Alvarez, déjà qu'il efface bien Camavinga, tu dis bon, normalement il va centrer. Et non, il réussit à mettre une frappe enroulée dans cet angle-là, avec quand même Courtois qui a une des meilleures allonges, si ce n'est la meilleure allonge chez les gardiens au monde. Il va le tromper. Et puis Brahim Diaz qui réussit un numéro en solitaire. Mais voilà, c'est un peu le résumé de ce match. T'as eu deux collectifs très brouillons qui savaient pas trop quoi faire pour s'en sortir. Et puis bah t'as quand même sur le terrain des monstres d'individualité qui ont su se mettre en évidence. Et 3 jolis buts. Ouais, Ravi Galan, c'est là que tu te dis que le cap Ligue des Champions, c'est pas pour tout le monde. Et après, tu vois, il a le mérite de pas non plus s'effondrer en seconde période. Mais c'est chaud, quoi. Le péno non sifflé sur Rodrigo, la passe merdique de Mbappé. Oui, c'est peut-être un petit peu des tournures qui ne réussissent pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand tu vois l'action de Mbappé et le fait qu'il la mette pas à Vinicius, ça peut être frustrant. Salut Enzo, bon courage pour le taf. Et après, ouais, Mbappé, j'ai pas aimé son match. J'ai trouvé que c'est le Mbappé un peu emprunté de l'automne qui attendait le ballon dans les pieds, qui faisait pas assez de bonnes courses. Après, tu savais que l'Atlético, c'était une équipe qui malheureusement ne venait pas voilà, pour tenter un truc assez audacieux. Mais Mbappé était vraiment dans le dur, quoi. Donc voilà, ils sont en position de force. Bellingham va revenir pour le match retour. Non, mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'ai bien aimé quand même le match de De Paul au milieu de terrain. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient brouillonnes, mais je trouve que De Paul, dans la capacité d'organiser, c'était quand même assez sérieux. Et après, ouais, le changement où tu sors Griezmann pour faire rentrer le Normand, puis tu vas remettre Correa et Sorloth devant. Il y a eu deux changements tactiques coup sur coup. Et voilà, ça m'a un petit peu surpris de la part du Chulo. Mais on a hâte quand même de voir ce match retour parce qu'on sait qu'au Wanda Metropolitano, beaucoup de choses peuvent se passer. Du coup, parmi les autres matchs, pour faire le tour, encore une fois, oui, le Bayern, bah voilà, hein, je l'ai dit hier sur hors-jeu. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ce Bayern? Alors, déjà, j'ai pas aimé la compo de Xabi Alonso, parce que Kovar, qui est impliqué sur le deuxième but de Moussiala, qui fait une immense bourde en lui remontant, en faisant le cadeau, lui remet le ballon dans les pieds. Enfin, la ligne Hincapié, Hermosota, Mukele. Alors Frimpong, Grimaldo, on sait que c'est bien plus que des défenseurs, des pistons assez offensifs. Mais surtout Patrick Schick. J'ai pas aimé de voir Patrick Schick et Boniface sur le banc. Je pense que si Leverkusen voulait ramener quelque chose de ce match-là... Ouais, je suis d'accord avec toi, coup franc de Mbappé, le Leverkusen, c'est la déception pour l'instant de ces huitièmes de finale aller. Une équipe qui passe totalement à côté de son sujet. Ça va être compliqué pour le retour, très compliqué. Le Bayern va être un petit peu dans un fauteuil. Après... Voilà, on a vu l'an dernier que ça a été le cas, mais peut-être que c'est plus les Leverkusen de l'an dernier qui surfait sur sa vague d'invincibilité folle. Et oui, je suis d'accord avec toi, Sky, c'est peut-être là que l'expérience de la LDC s'est jouée. On pouvait s'attendre peut-être, voilà, vu que le Bayern a 8 points de retard sur l'équipe munichoise en championnat, que la LDC ils jouent un petit peu leur va-tout, même s'ils sont encore en lice pour la Coupe d'Allemagne. Mais peut-être que ce facteur expérience LDC, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant et que sur ce genre de match, on peut se dire que vu la dynamique des deux équipes, ça pouvait être un joli coup à jouer pour les Leverkusen. Et là, le Bayern, c'est un petit peu le même match contre Arsenal l'an dernier. Souvenez-vous, un Bayern qui était malade, qui était
loin en Bundesliga du leader, contre un Arsenal qui était assez frais. On se disait, bon bah voilà, le rapport de force est peut-être inversé, et finalement le Bayern a eu expérience. Donc moi j'avoue que je me suis trompé. Après il reste un match retour, on sait que, encore une fois je le dis, c'est le sport le plus fou au monde, et il peut se passer beaucoup de choses. Mais là, un renversement de situation, j'ai quand même un petit peu du mal à y croire. Mais voilà, faut que Leverkusen lâche les chevaux. C'est dommage qu'il soit pas lâché en fait, parce que y a pas eu assez d'audace sur le coup. Puis tu vois le carton rouge de Mukele avec sa semelle assez honteuse, tu vois la bourde de Kovar, tu vois aussi le penalty concédé sur Ken où il ouais, 3 tirs, 1 cadré. Bon, tu vois, en plus le Bayern a été un peu maladroit, 17 tirs, 6 cadrés, mais 3 tirs, 1 cadré. On parle quand même de Leverkusen, et Leverkusen est venu un petit peu dans la même posture que Liverpool, sauf que là, bah, t'as pas l'expérience, t'as pas aussi peut-être un peu le niveau de réussite de Liverpool hier, t'as pas Alisson, et ça finit en 3-0, merci, merci, au revoir. Donc soirée compliquée pour le Bayern, à voir ce que ça donnera un petit peu au retour. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour faire notre petit tour d'horizon? On a quand même quelques matchs qui semblent un peu pliés, hein. Comme bon, bah là je pense que même le terme plié, alors on a déjà assisté à des trucs paranormaux dans le football, je vous ai dit c'est le sport le plus imprévisible, tout ça, blablabla. Là, s'il y a renversement de situation entre le PSV et Arsenal, bon, là j'arrête tout, hein. Mais c'est vrai que ce match était un petit peu, vous savez, dans un western ou même dans Red Dead Redemption 2, les portes du saloon, quoi. T'es Arthur Morgan, tu mets un grand coup de pied dans le saloon, tu débarques, t'es le patron, et tout s'ouvre. Et là, vraiment, le niveau du PSV, waouh. Défensivement, tu sens c'est une équipe qui a très clairement pris l'eau de tous les côtés. Après, c'est bien pour Arteta parce qu'ils n'avaient pas marqué de but sur les 2 derniers matchs. On s'est dit que voilà, Saka et Martinelli, ça va peut-être revenir pour l'écart. De toute façon, il fallait passer le PSV et résister. Et là, tu te dis que tu as tous les offensifs qui ont marqué. Tu as Odegaard qui a retrouvé un petit peu de l'allant. Tu as beaucoup, beaucoup de satisfaction dans le contenu, quoi. Donc, on a été assez épaté. Et même, c'est bien, tu vois, Nwaneri, 17 ans. Nwaneri qui rejoint une catégorie de très jeunes joueurs à marquer à cet âge-là. Tu as notamment Mbappé, Messi, Moussiala, Bellingham. Donc c'est quand même un accomplissement de marquer, Yamal aussi, de marquer en étant aussi jeune. Et le Merino en pointe finalement. Alors un but de filou, parce que allez voir le but de Merino, il y a je ne sais combien de pertes de balles. C'est assez rigolo, rigolo à voir, quoi. La génération 2007, c'est quelque chose. Ah bah oui, on a évoqué Boadi tout à l'heure. Bon, Koubarsi a vécu une mauvaise soirée hier, mais ça reste un défenseur phénoménal. T'as Yamal qui est en tête d'affiche. T'as lui, t'as Estevao, t'as Kenry Paes, t'as Mastuondo. T'as énormément, énormément de jeunes joueurs assez fous dans cette génération 2007. On a l'impression qu'il se passe, comme tu dis, quelque chose avec ces gamins-là. Et encore une fois, c'est bien de faire des bons matchs en championnat, mais être performant en Ligue des Champions, marquer, être décisif, ou faire des matchs de daron comme Boadi, c'est là où je suis le plus épaté, quoi. C'est voir ces tout jeunes joueurs réussir à être aussi matures. Après, on a toujours connu des phénomènes de jeunesse et des joueurs qui étaient capables très tôt d'impressionner, comme R9, CR7, Messi, Mbappé à Monaco, Yamal la saison dernière. Mais c'est fort là d'avoir autant de jeunes joueurs qui montrent les crocs. Salut Max Polak, oui, j'ai parlé du Barça et du grand match de Chesney. Curieux de voir l'impact sur leur longévité. Bah, on se pose toujours des questions. De toute façon, quand on voit que j'ai parlé de précocité, Wayne Rooney, c'était aussi le cas. On rappelle que Wayne Rooney est plus jeune que CR7. Et pourtant, il a arrêté sa carrière il y a quoi, il y a 3-4 ans. Et lui, pour le coup, n'a peut-être pas, on va dire, après, Wayne Rooney, immense joueur. Évidemment, c'est un mec sur la globalité de la carrière qui est fabuleux. Mais si vous voulez, voilà, peut-être aller plus loin sur la trentaine, oui, forcément, c'est le travail, c'est l'hygiène de vie. Et je pense que ce sera la clé pour ces très jeunes joueurs qui démarrent tôt. C'est le fait aussi d'être un peu protégé de temps en temps par leur entraîneur, d'avoir de la rotation, et puis d'être rigoureux. Donc, à voir pour la suite. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On a l'Inter, on a dit, hein, l'Inter, notre équipe sous-marin, bon, contre un PSV. Désolé pour la confusion, ami irlandais, contre un Feyenoord qui avait encore beaucoup d'absents. Donc ça n'a pas été
évident. Mais écoute, l'Inter qui fait un match de tonton, un match de gestion, qui s'en sort bien. J'ai adoré le match de Bastoni en piston gauche. Quand tu vois que Bastoni est capable d'être un très bon défenseur, d'être un très bon piston, et même sur certaines séquences, d'être un vrai bon ailier, de provoquer, de réussir à obtenir des bonnes choses. Vraiment, Bastoni, ça a été le coup de cœur du match d'hier, au-delà de la finition de Thuram, de la finition de Lautaro, le deuxième but qui est parfait, le fait qu'il soit à l'initiative puis à la conclusion avec cette lourde frappe, sincèrement, c'est très très propre. Penalty manqué, mais la qualif est assurée pour eux, je pense. Ouais, je pense que oui, à 3-0, mais ça, tu dis que le fait énorme. Enfin, Milan et surtout Théo Hernandez, ils sont tellement tirés une balle dans le pied parce que le retour, il y avait 1-0, c'était une domination absolue et ils sont tués tout seuls. Normalement, ça aurait dû être un Milan-Inter pour ce genre de match. Et ouais, Inter-Bayern, ça va être un sacré quart de finale, ça va être un quart très intéressant. Au global, de toute façon, tu regardes l'écart, tu auras quoi qu'il arrive des très très belles affiches, des affiches aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que si on prend les vainqueurs, bon, Liverpool-Aston Villa, on a l'habitude en PL, mais version Ligue des Champions, ça peut être intéressant de voir. On a Arsenal-Real, c'est pas arrivé beaucoup de fois, ou Arsenal-Atlético qui était plutôt une affiche qu'on voyait en Europa League. T'as le Barça-Lille qui vraiment, ce sera voilà, quoi qu'il arrive, Lille en quart, c'est un accomplissement, mais connaissant Genesio et les gros matchs, ils auront toujours cette envie d'aller un peu plus loin. Et le Bayern-Inter avec le match un petit peu des outsiders, ça peut être très intéressant. Mais quand je dis outsiders, c'est vrai que c'est peut-être un manque de respect pour ces deux équipes, ces deux géants d'Europe. Mais voilà, les deux équipes qu'on coche peut-être pas parmi l'équipe favorite en début de saison. Donc ouais, ça va être super sur le papier. Bon, on peut s'attendre, comme je l'ai dit encore une fois, à ce que le PSG puisse faire un match retour dans cette continuité-là et cette fois-ci avoir l'efficacité. Atlético, ne jamais les enterrer. Donc, à voir pour la suite. Et puis, Lille doit aussi terminer le travail contre Dortmund parce que ça fait qu'un partout. Il faut aussi pouvoir réussir la deuxième manche. Et puis, ouais, je l'ai dit, Aston Villa, qui est une équipe qui va s'offrir quand même normalement un premier quart. Alors, pareil, terrible, hein, l'aspect un peu expérience gestion parce que Bruges a fait un très bon match mais au final Bruges ressort de cette rencontre avec une défaite 3-1 et s'est fait punir avec le CSC de Mekele, avec l'action sur Matikash et le penalty offert à Asensio. Et c'est dur parce que Aston Villa a été vraiment dans le dur pendant plus de 70 minutes, assez étonnant comme configuration de match. Et au final j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part de Bruges et Aston Villa qui a été voilà plus méchant, faut le dire, hein, parce que tu t'en sors avec un 3-1, mais au match retour en plus chez eux à Villa Park, ça va être quelque chose, mais c'est vrai que ça reste, tu vois, quand tu vois il y a beaucoup de jeunes joueurs à Bruges, je suis persuadé qu'on les reverra un peu plus haut, comme De Kuiper, comme Talbi, comme Solis, Jachari qui a été très très bon, l'international suisse au milieu de terrain. Vraiment cette équipe de Bruges, on sait que niveau scout, il y en a beaucoup qui se concentrent sur le Benelux, parfois l'Europe du Nord. Alors là, Bruges, comme c'est une équipe qui a fait une campagne de LDC, les tarifs risquent d'être élevés. Mais je me dis que ça va être intéressant de voir un petit peu les mouvements du mercato. Et côté Aston Villa, écoute, à voir la suite de leur parcours. C'est quand même dur Enfin, la stratégie employée par Unai Emery de résister comme ça, en sachant que Bruges a quand même tapé l'Atalanta, avait tapé Aston Villa de leur phase de championnat, avait résisté à la Juve. Ils n'ont pas pris à la légère. Mais voilà. Après, il y a des choses qui m'interpellent, c'est Rashford. Rashford, il faut qu'il retrouve son niveau physique. Rashford, il y a des séquences où, notamment, il y en a une où il élimine Sabeu côté gauche. Et après, Rashford, vous connaissez, il y a le démarrage qui est normalement un de ses atouts forts. Et il démarre, mais il passe pas la deuxième vitesse. Et Bruges réussit à revenir. Alors après, il fait une bonne passe et tout. Mais c'est vrai que sur l'aspect athlétique, Rashford, tu sens que c'est le mec qui va devoir un petit peu se retaper. Et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ouais, c'est ça. Rashford, on dirait qu'il a pris 10 ans en un an. C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu également. Les amis, on se dirige tranquillement vers la fin de ce live. Bien sûr, je pense que vous avez vu comme grosse actualité dans notre belle Ligue des Talents, la suspension de Fonseca. Je pense qu'on va pas pouvoir y échapper. Je voulais terminer là-dessus parce que voilà, c'est quand même assez une sanction maximale. Hein, on rappelle, 9 mois de suspension, interdit de banc et d'accès au vestiaire des officiels jusqu'à fin novembre. On a l'interdiction d'accéder au vestiaire des joueurs de l'OL
jusqu'à mi-septembre. Donc là, tu te dis que ça pose beaucoup de questions. En gros, il va être en tribune. À voir, parce qu'au moment où on parle de ça, là, il va faire le match d'Europa League. On sait que la FFF peut-être activer une sorte de bouton rouge pour peut-être lui interdire aussi cet accès au banc en Coupe d'Europe. Donc à voir. Alors, suspension. Moi, encore une fois, j'étais pour une sanction évidemment exemplaire. Une sanction lourde. C'est tout à fait logique quand on voit le coup de sang, le tête contre tête avec un arbitre, même si on sait que la période est assujettie à beaucoup de tensions avec les déclarations de Longoria, avec beaucoup de remises en question des arbitres. Là, c'est lui, moi je pense que c'est presque un cas à part où il a totalement dégoupillé quoi. Fonseca caché dans la valise de Lacazette pour entrer en vestiaire. Non mais tu sais qu'il y a quand même des théories, genre j'ai vu des Lyonnais dire j'espère qu'on a construit un ascenseur magique entre la tribune et le vestiaire des joueurs. J'ai pensé aussi à comment s'appelle la séquence dans The Office où il y a l'exercice d'incendie où Dwight provoque ça avec une cigarette et t'as Oscar qui s'enfuit par le couloir d'aération. Je me dis que t'as Fonseca qui pourrait se mettre dedans. Il y a quand même un coach corse qui a tabassé un joueur, il a pris que 8 matchs. Après, est-ce que le problème, c'est la sanction du coach ou c'est le fait que ce soit pas assez élevé parce que Fonseca, le geste, il est quand même assez terrible. C'est un arbitre. C'est quand même, tu vois, la figure ultime du football. Normalement, tu dois pas y toucher. Tu peux le remettre en question, tu prendras des matchs. Mais là, il y a un geste physique qui rentre en compte. Moi, je m'attendais sincèrement à ce que ce soit minimum fin de saison, mais je pensais pas que ça irait jusqu'à fin novembre, et après, que ça aille jusqu'à fin novembre, ok, mais vraiment, ça me paraît assez fou, l'histoire d'interdit de vestiaire. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dingue. Après, est-ce que c'est logique ? Je ne sais pas, de toute façon, là, je pense que l'OL va faire appel. Ils ont dit que dans leur communiqué, ils allaient un petit peu activer tous les recours possibles. Donc, à voir ce que ça donne. Est-ce que tu auras un appel qui pourra être en ta faveur ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as peut-être le tribunal arbitral du sport, mais est-ce qu'ils vont aller dans ton sens ? Là, tu as un long recours. En fait, c'est un cas unique auquel on assiste. Un coach qui est suspendu 9 mois, dont 7 mois interdit de vestiaire. Ah, parce que le coach, c'est celui qui transmet tout. Alors, évidemment, son staff, tout ça, fait les affaires, mais un Fonseca qui est quand même une figure marquante, un coach de renom, quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1, enfin, tu vois, c'est un personnage. Et le fait qu'il soit privé de toute interaction, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, ça peut affecter un groupe, mais soit, de toute façon, t'as deux choses. Soit le groupe se sent pas... légitime, ne pense que ça va les déconstruire, soit ça peut faire un sorte d'union sacrée, en mode c'est une sanction, on la prend comme ça, donc à voir quoi. Ils ont voulu faire de Fonseca un exemple en disant maintenant c'est fini les conneries avec les arbitres. Oui, après on sait que dans les barèmes, c'est la sanction maximale. On avait vu le coup d'épaule de Leonardo sur Alexandre Castro, ça avait fait 9 mois. Là en plus c'est un coach, donc ouais, ils ont voulu être dans ce cas-là. Après, je vois ce que tu veux dire, Thibaut. La remise en question des arbitres de la FFF, plus globalement, il faudra s'y pencher un jour. Est-ce que c'est pas deux trucs à part ? Parce que sincèrement, le match de Benoît Millot, en plus, quelqu'un le dit, il siffle même pas penalty juste après. T'as pété un câble alors qu'il n'y a même pas eu penalty pour Brest juste après. C'est encore plus regrettable le coup de sang. Après, on sait que Fonseca, tout le long du match, il était très nerveux. Il a déjà pris un jaune en première période. Moi, je pense que j'ai presque envie de l'isoler. Pour moi, Fonseca, il a pété un câble contre Benoît Millot avec un contexte qui était hyper défaillant, où c'était le pire moment pour faire ça quand on sait tout ce qui se passe autour des arbitres. En amateur, tu prends 2 ans si tu tête à tête avec l'arbitre. Voilà, en plus, pour connaître un petit peu aussi ce genre d'histoire, parce que vous savez qu'il y en a malheureusement beaucoup dans le monde amateur, là, c'est une sanction assez dingue. Alors, à Lille, il était déjà un peu bouillonnant, mais il n'était pas au point d'être un volcan en éruption à moindre faille. C'est vrai que tu as l'impression que le passage à Milan, ça l'a beaucoup travaillé. Après, j'ai dit ça sur Fonseca, je pense que c'est vraiment un acte du n'importe quoi, isolé. Il y a sanction et c'est logique, mais oui, je pense qu'il faut quand même aller dans une volonté de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a
Je parle même pas de Fonseca, comme je le dis, c'est un truc à part. Mettez-le dans une case, on le range d'un côté, et c'est comprendre pourquoi est-ce que y a autant de nervosité par rapport aux arbitres, qui est sans doute injustifié dans ce cas-là, mais aussi des choses qu'on a pu voir qui ne sont pas assez fou. Aïe aïe, cette Ligue des Talents où il se passe tellement de choses, de bons petits rebondissements. Bon les amis, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous souhaiter une, euh, une bonne journée, bonne soirée de Pipion League, d'Europa League, avec pas mal de choses à voir. Bon, notamment l'OL qui se déplace en Roumanie. Ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Comme d'habitude, le replay qui est mis en ligne sur YouTube, avec également en podcast les débriefs de Scipion, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est partout. Et puis nous, on se dit normalement à dimanche soir pour l'habituel débrief Ligue 1 juste après Nice-OL. Passez une bonne journée les amis. Salut à tous. Salut.